Salam alaikum Mazoul Filaoun, bonjour. Les événements tragiques qui viennent de se dérouler en France ne peuvent pas ne pas nous interpeller, nous inciter à la méditation, à un questionnement sincère sur ce qui s'est passé, sur ce qui risque de se produire si l'on y prend garde. Que se passe-t-il? Quelle est donc cette source bouillonnante, la source bouillonnante de cette haine qui se déverse en flot de sang désormais? Parce qu'il faut rappeler que les victimes de cette étrange dynamique de mort et de dévastation, encore larvée en Occident, a fait des victimes innombrables en terre d'islam. Tout se tient en fait. La tragédie est autrement plus complexe, autrement plus ravageuse que ne le savent les opinions publiques occidentales. La guerre entre l'Irak et l'Iran, qui a fait 1,2 million morts, relève de la même grosse manipulation. Comme les 500 000 à 1 million d'enfants morts irakiens, d'enfants irakiens, morts des suites de l'embargo occidental sur l'Irak. En Birmanie, des dizaines de milliers de musulmans ont été tués dans des conditions indicibles. En Centrafrique, depuis que la France a décidé d'y mettre un peu d'ordre, comme ils disent, des musulmans sont massivement massacrés. Ils y sont même dépecés, découpés en morceaux, grillés sur des feux de bois et consommés dans des marchés publics en plein centre-ville. En Afghanistan, les carnages sont devenus tellement courants que plus personne n'y prête la moindre attention. En Irak, en Syrie, Daesh tue des musulmans par milliers au nom d'un djihad sorti d'on ne sait où. À Gaza, des crimes contre l'humanité sont commis en toute impunité par un Israël dont les lobbies en Occident refusent qu'on en relaie toute la tragique réalité. Tous ces carnages, de toute façon, ne sont même pas considérés par les médias comme des informations de première importance. C'est dire que cette chose innommable qui est agitée par on ne sait qui ne fait pas des victimes qu'en France. Elle est bien plus terrifiante qu'on croit. Ailleurs qu'en Occident, la bête de mort est une guerre, avec son cortège de malheurs, de lourdes menaces sur la survie même de nations entières. Nous devons être, que nous soyons d'un côté ou de l'autre, nous avons besoin de nous engager, de parler, puisqu'on ne nous laisse pas d'autre choix que de se ranger aux côtés des uns et des autres. Il faudrait que nous nous engagions, que nous en parlions. Nous avons besoin de nous mettre autour d'une même table, même si chacun de nous porte désormais ses convictions en bandoulière. Plutôt que de nous jeter des anathèmes, des paquets d'injures au visage, de nous traiter les uns les autres de terroristes ou d'agents du sionisme, ne serait-il pas temps que nous prêtions l'oreille à ce que dit l'autre, celui dont la seule présence nous braque, quoi qu'il fasse, dont la parole nous choque, quoi qu'ils disent? Alors, puisque les extrémistes de tous bords sont parvenus à nous mettre dans le bourbier où ils voulaient nous mettre, puisque nous sommes tous au bord de l'affrontement, de ce djihad, de ces croisades, de ce choc des civilisations dont on nous avait tant rebattu les oreilles et qui est en fait un choc des ignorances et des outrances, commençons par parler de nos tares et de nos turpitudes, tentant de nous montrer sous notre véritable jour, nous-mêmes, sans rien cacher, sans rien travestir. Commençons par nous-mêmes, par ces attitudes et ces revendications que certains des nôtres affichent en notre nom, sans même nous en demander notre avis. Commençons par reconnaître que ces expressions djihadistes, souvent manipulées par des milieux que tout le monde a identifiés, que ces expressions et ces attitudes ne nous font pas de bien, bien au contraire, puisqu'elles ne font que provoquer un climat délétère de peur et d'islamophobie. Je sais ce qu'il en coûte de sortir de l'unanimisme imbécile et triomphant, mais il nous faut identifier les raisons qui font de nous des boucs émissaires, puis des victimes expiatoires. Mais le premier des malheurs des musulmans est qu'ils se font mener par le bout du nez en populations entières par des potentats odieux qui ne peuvent garder le pouvoir que parce que l'Occident les soutient à bout de bras. Ce sont ces despotes et ces dictateurs placés ou soutenus par l'Occident qui ont provoqué ce besoin de djihad. Ce sont eux, par leurs excès et leurs prédations, qui l'ont exacerbé à un point où ses principales victimes sont devenues les musulmans eux-mêmes. Et c'est sur tout le monde musulman que ces despotes règnent, sur des centaines de millions de gens.
Le cas égyptien est là pour nous montrer comment les démocraties occidentales, qui passent leur temps à nous chanter les mérites de la démocratie, font tout pour que celle-ci ne s'installe pas vraiment, de façon réelle et durable dans les pays musulmans. Ce serait une trop grande menace pour un certain allié. D'ailleurs, plutôt ailleurs, dans certaines monarchies, c'est avec le bâton de l'islam et en faisant menacer les croyants de toutes les flammes de la Guéhenne par leurs savants rémunérés que des familles parmi les plus prédatrices de la planète oppriment des peuples entiers en faisant mine de stigmatiser le mécréant occidental ou sioniste, leurs alliés naturels en vérité. Ces autocrates, ces clans, ces dynasties au pouvoir qui refusent les plus insignifiantes ouvertures démocratiques dans leurs pays respectifs ou qui ne les acceptent qu'en l'état de trompe-l'œil, se servent de façon tout à fait grotesque d'une lecture rétrograde de l'islam et de ses dispositions les plus discutables pour enfermer leur peuple dans une soumission inconditionnelle. Dans d'autres pays musulmans, un tant soit peu séculiers, mais où l'islamisme a convaincu, où il a remporté des victoires électorales, les régimes, après avoir combattu l'islamisme, après avoir fait d'innombrables victimes, ont fini par comprendre qu'il est bien plus profitable de prendre les trains en marche. Pourquoi combattre l'islamisme, se sont-ils demandé. Les foules veulent de l'islamisme, alors nous allons leur en donner. Elles veulent que l'islamisme s'installe au pouvoir pour fermer les cinémas, les théâtres, les plages, les bars. Alors nous les fermons nous-mêmes. Renchérissent-ils, qu'ils aillent dans leurs abreuvoirs clandestins. L'islam est devenu un enjeu en même temps qu'une sorte de monopoly. C'est à qui saura rafler la mise. Au point où l'islamisme est devenu le phénomène le plus manipulable du monde, le plus infiltré, le plus infiltrable. Sur l'autre versant, en Occident, ces outrances sont bien évidemment pain béni pour tous ces milieux qui cherchent à diaboliser l'islam, à le présenter sous son jour le plus sombre, le plus affligeant, pour des raisons de manipulation de leur propre société. On se rappelle bien comment Sarkozy avait réussi en 2005 à faire exploser les banlieues et comment ce phénomène avait réussi à le faire élire. C'est là l'exemple le plus significatif de la manipulation des Arabes et des musulmans de France, entre guillemets. Sur l'autre rive, en effet, en Occident, c'est la même logique accapareuse qui accourt pour mettre à profit cette aubaine. Certains personnages, écrivains, cinéastes, artistes, journalistes et philosophes en tout genre, habités d'ambitions inversement proportionnelles à leur talent et qui se morfondent dans l'anonymat, dénichent un thème sensible en islam et le traitent de façon à mériter une fatwa ou un tollé généralisé des foules de dévots chauffés à blanc. C'est ainsi que des œuvres médiocres sont tissées sur le devant de la scène mondiale, juste parce qu'elles ont été frappées de fatwa ou qu'elles ont suscité l'ire des masses enflammées. Ainsi, des navets deviennent des films que tout le monde veut voir, un simple dessin griffonné à la hâte avec une bulle bête et méchante se relève être l'archétype de la liberté d'expression, un livre dont les gens ne connaissent que le titre crève les plafonds de vente et devient best-seller. L'islam et les musulmans ont bon dos, surtout que leurs réactions sont souvent excessives à souhait, et qu'ils contribuent au-delà de toute espérance à faire la promotion de ce qu'ils prétendent combattre. Désormais, les routes du succès sont devenues des boulevards. Il suffit de s'y prendre à l'islam et aux musulmans. Les belles à ordures, la grosse farce vulgaire, la provocation outrancière des pratiquants, la stigmatisation de l'islam en tant que religion rétrograde sont devenus l'alpha et l'oméga de la liberté d'expression. Ce n'est pas pour rien que de nombreux sans-talents se bousculent au portillon et que les étrons, hashakum, qu'ils pondent deviennent des œuvres magistrales, juste parce que des prédicateurs surchauffés les ont désignés à la vindicte générale des junkies de Dieu. Les plus opportunistes parmi les politiciens de ces pays, qui ont fait eux-mêmes un usage immodéré et particulièrement fructueux du djihadisme, qu'ils ont infiltré, qu'ils ont utilisé, se ruent dans le même créneau et crient au loup en agitant des spectres et en érigeant la menace imminente d'un choc des civilisations, en évoquant continuellement le péril de l'invasion, imputant aux musulmans
la dégradation du cadre de vie de leur population. Il y a dans ces eaux troubles de l'exploitation et du marketing des peurs, autant de gens de l'extrême droite, antisémites par essence, que de lobbyistes qui ont trouvé l'occasion trop bonne pour ne pas l'utiliser. L'islam a bon dos par les temps qui courent. Pendant ce temps, les musulmans de France, puisque c'est surtout d'eux qu'il est question aujourd'hui, sont représentés par une faune de prédateurs et de pique-assiettes qui ont presque tous des fils à la patte, celui de leur pays d'origine ou celui des services français, ou les deux. Les musulmans de France ont eu beau revendiquer des conditions qui puissent leur permettre de choisir vraiment et librement leurs représentants, peine perdue. La chasse gardée est trop importante pour certains milieux pour la laisser sans contrôle. Personne ne semble s'offusquer, par exemple, qu'un Chelroumi, exécré par la quasi-totalité de la communauté musulmane, pratiquante ou non d'ailleurs, soit une figure de proue de l'islam visible. Et ainsi, cet imam, qui est une humiliation, une caricature sur pattes pour tous les musulmans du monde, est-il la coqueluche de nombreuses émissions télé quand il ne dirige pas des délégations d'imams marrants vers Jérusalem. Et c'est ainsi que ça se passe. Je n'en dirai pas plus. Je laisserai nos invités nous parler de ce qui se passe, de ce qu'endurent les musulmans, des humiliations, de la marginalisation et de l'absence de tout horizon. Mais nous allons commencer par vous présenter une vidéo qui est en train de faire ravage en ce moment sur les réseaux sociaux. Une vidéo signée Anonymous, que je vous invite à suivre attentivement. Bonjour, je ne suis pas Anonymous, je suis ni Légion, je suis moi-même. Je suis là pour vous parler de l'attaque Charlie Hebdo. Mes propos sont mes droits de liberté d'expression, je suis le seul responsable de mes dires. Ceci est un complot du gouvernement français. Je vais vous parler de quelques points. Numéro 1. Pourquoi deux personnes qui auraient fait comme par hasard le djihad auraient voulu attaquer la rédaction de Charlie Hebdo pour des caricatures du prophète Mahomet pratiquement 10 ans après? Numéro 2. Comment était-il au courant que le mercredi précisément vers 11 h la rédaction du journal était tout réunie? Numéro 3. Comment ils ont pu se tromper de porte alors qu'ils étaient aussi bien renseignés sur l'heure et le jour? Est-ce pour brouiller les pistes? Numéro 4. La dessinatrice dite Coco se trouvait comme par hasard au même moment au même endroit que les deux soi-disant terroristes. Et elle est là pour leur taper le code de la porte. Jusqu'ici je vous ai parlé de l'attaque des deux suspects sur les lieux de la rédaction. Maintenant parlons de la suite plus troublante. Numéro 5. L'attentat aurait commencé à 11h50. En 3 minutes le journal 20 minutes est déjà au courant. Puis en moins de 10 minutes après l'annonce sur 20 minutes, la chaîne télé est déjà sur place. Ils ont eu le temps de grimper par les toits pour tenter de filmer. Alors que les équipes d'intervention mettent 30 à 45 minutes à rejoindre le lieu du massacre. Étaient-ils déjà sur les lieux en sachant ce qui allait se passer? Numéro 6. Pourquoi ces gens qui étaient dans le bâtiment Charlie Hebdo sont partis se réfugier sur les toits munis de gilets pare-balles? Étaient-ils au courant aussi de l'attaque? Portaient-ils des gilets pour éviter toute bavure lors de cette attaque? Parlons maintenant de l'assassinat du policier en pleine rue. Numéro 7. Pourquoi à midi en plein Paris les rues semblent vides sur les lieux de l'exécution du policier? Numéro 8. Qui est cette personne qui filme d'une fenêtre, comme s'il filmait une scène de cinéma, sans trembler, sans être apeuré, en filmant le tout début de l'arrivée des deux personnes jusqu'à leur remontée dans la voiture? Était-il là à attendre l'arrivée des deux meurtriers lui aussi sachant ce qu'il allait se passer? Numéro 9. Pourquoi autant de temps après l'attaque du siège du Charlie Hebdo seulement de policiers en vélo sont sur leur passage, sachant que quelque chose de grave était arrivé? Numéro 10. Lors de l'exécution du policier, à bout portant celui-ci appelle son assassin-chef. Pourquoi aucune trace de sang est aperçue après le tir à bout portant? Pourquoi une traînée de poussière apparaît comme si le coup avait été tiré au sol? Numéro 11. Avant de remonter dans la voiture, les deux meurtriers crient « On a vengé le prophète Mahomet, on a tué Charlie Hebdo ». Pourquoi? Savaient-ils qu'ils étaient filmés? Pourtant durant toute la vidéo on ne voit aucun des deux regarder en direction de la caméra. Numéro 12. Le chef d'État François Hollande se rend sur les lieux de l'attaque seulement 55 minutes après.
N'a-t-il pas peur des voitures piégées, des balles perdues ou autres attaques terroristes? Numéro 13, une carte d'identité aurait été retrouvée dans la Citroën C3 noire. Commandé terroriste, n'oublie pas une basket avant de partir mais oublie une pièce d'identité. Étrangement, ça rappelle l'histoire du passeport de l'un des terroristes retrouvés dans les rues de Manhattan lors des attentats du 11 septembre. Pourquoi 3 jours après sont-ils toujours pas arrêtés, alors que si vous, moi ou toute autre personne braque une bijouterie ou n'importe quel magasin, sans laisser une pièce d'identité, nous sommes arrêtés dans les heures qui suivent. Voilà les points que je voulais partager avec vous. Chacun est libre de penser comme il en a envie. Je suis le seul responsable de mes propos. J'ai plaisir à accueillir aujourd'hui le professeur Belaïd Abban, professeur en médecine à la retraite depuis quelques jours, mais néanmoins politologue. Gilles Devers, maître Gilles Devers, avocat et écrivain, militant pour la cause palestinienne. Nabil An-Nassari, président du collectif des musulmans à Paris et auteur des 7 défis capitaux. Sadr Salem, historien de la décolonisation et de la guerre de libération algérienne à Paris. Belaïd Abban, professeur Belaïd Abban, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité à demain. Merci. Alors, comme ça, à vif, ton sentiment sur cette sombre affaire. Bien, donc c'est un événement tragique qui s'est passé à quelques encablures de chez moi. Je ne peux être que sensibilisé par ces événements qui sont une très grande tragédie. Donc la première chose qu'on peut faire sans rentrer dans les détails de l'analyse, c'est de s'incliner devant ces victimes et puis de condamner sans la réserve cet attentat sauvage, barbare. Donc là, il faut absolument qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur et sur la façon dont nous le percevons, pas en tant que membre d'une communauté, mais en tant qu'être humain, tout simplement. Absolument, absolument. Alors, vous avez bien raison de le souligner. Vous avez bien raison de le souligner, Belaïd Abban. Oui, donc ensuite, malheureusement, il va y avoir beaucoup de dégâts collatéraux concernant cette histoire. On sent déjà une montée la peur d'un certain nombre j'allais dire, de musulmans français, parce que depuis un certain temps déjà, il y a une espèce d'essentialisation de tout ce qui porte un nom à consonance, j'allais dire, musulmane. Vous n'êtes pas sans ignorer que le livre, l'essai de Zemmour, le suicide français, qui a joué sur les fantasmes et les peurs archaïques des Français. Et puis il y a eu ensuite le roman de Houellebecq, qui là aussi a remué des choses que les Français prennent dans leur Mais justement, Belaïd, tu n'as pas trouvé bizarre cette coïncidence? D'ailleurs, le Monde a titré un article sur cette question, l'étrange coïncidence entre cet attentat et l'apparition du roman de Houellebecq. Oui, mais bien sûr, oui, bien sûr, il y a toujours on peut dire qu'il y a eu une coïncidence. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est l'unanimité de tous les gens que j'ai rencontrés, et si j'en rencontre, condamnés sans peine cette tuerie. Et pour dénoncer ces gens-là, personne ne se reconnaît dans ces gens-là. Pour eux, ce sont des monstres sortis d'un monde qu'on ne connaît pas, et à tel point, et si maintenant je rejoins un peu votre question, à tel point qu'on se demande s'il ne s'agit pas d'une monstrueuse manipulation. Ces gens-là ne se comportent pas, ne réagissent pas comme des musulmans. Ce qui donne d'ailleurs lieu à toutes les théories du complot possible et imaginable, comme ça a été le cas
voir un petit peu ce que vivent les musulmans dans ce pays, en bien et bien sûr en négatif. Mais restez avec nous, professeur Belaïd. On va faire un tour d'horizon de nos invités et on revient vers vous. Maître Gilles Devers. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Bonsoir. Alors, même question que pour le professeur Belaïd. D'abord à vif, comme ça, votre sentiment sur cette histoire? Le premier sentiment, c'est qu'il n'y a rien qui peut justifier de choisir la mort d'un homme. J'ai entendu plusieurs responsables religieux musulmans dire la vie est sacrée plus que tout, mais c'est dans tous les modes de pensée. Donc il y a un unanimisme sur ce plan, c'est tout à fait certain. Ensuite, il y a un deuxième volet qu'il faut creuser, c'est que par rapport à la communauté musulmane elle-même, que je crois connaître un petit peu, depuis une dizaine d'années, je suis vraiment très présent dans toute la communauté, les réseaux, etc. Je n'ai jamais entendu personne me parler soit de Charlie Hebdo, soit de Welbeck, qui sont des données totalement extérieures aux préoccupations des personnes. Et donc, s'il y a une cause, elle est forcément extérieure, mais elle n'a pas de source. De racines dans le pays. Hein. Je crois qu'il faut être vraiment clair là-dessus. Si j'avais voulu leur dire il faut faire un procès à Charlie Hebdo, ils m'auraient dit calme-toi, on a vraiment des choses plus importantes dans notre vie de tous les jours à régler. Donc il y a le fait, mais l'enquête nous intéressera quand elle s'intéressera aux commanditaires. Et le troisième volet que je veux développer rapidement comme ça en introduction, oui. qui est peut-être le plus délicat, mais qu'il faut savoir poser, c'est que il y a vraiment un problème de racisme congénital en France. Et pendant longtemps, c'était un racisme anti-arabe. Hein. C'était contre les melons, c'était lié à l'Algérie, etc. Donc ça allait bien. Voilà, il y avait un problème économique, on les aimait pas. Et puis ensuite, ça s'est enrichi parce que ça permettait de passer des Arabes à l'islam. Et donc ça a été alors une grande vague. Où le problème n'était plus l'arabe, mais c'était l'islam, c'était les musulmans, et on peut analyser beaucoup de causes. À titre personnel, je pense que le véritable défi pour la société française, je ne parle pas pour des manipulateurs ou quoi que ce soit, mais pour les gens qui vivent, c'est qu'on voyait une communauté qui vivait tranquillement, sereinement, avec une spiritualité, et que les Français ne sont pas trop au goût du jour là-dessus. Mais bref, ça, je crois que c'est la cause profonde. En tout cas, ça a excité cette islamophobie, qui est devenue une islamophobie d'extrême droite, voire de droite, hein, avec les thématiques tu l'aimes ou tu la quittes, le mouton qu'on égorge dans la baignoire, s'il ne veut pas d'ici, ils n'ont qu'à partir, etc. Et ce qu'on a vu à partir de Welbeck en 2001, c'est une sorte de dispute sur ce marché électoral. Voilà. Je sais que les circonstances sont douloureuses, mais il faut quand même parler de ce qui existe. Et avec Welbeck, avec Le Monde, avec Charlie Hebdo, avec Finkielkraut, avec France Culture, on voit apparaître l'idée que la religion, c'est l'arriération, qu'il faut s'occuper de l'islam et pas laisser la question, parce que c'est un problème en soi, il ne faut pas le laisser à l'extrême droite, c'est exactement ce que disait Finkielkraut il y a une semaine. Et donc il y a tout un effort qui a été fait pour créer une islamophobie moderne, cool, intellectuelle, rigolote. Et hélas, dans ce rôle-là, Charlie Hebdo avait un rôle éminent. Voilà. Donc, la mort des personnes est une chose. Je pense, j'ai lu plusieurs déclarations disant que ce genre de crime a fait beaucoup plus de tort à l'islam que toutes les caricatures qu'on peut imaginer. C'est tellement évident qu'il n'y a pas lieu de développer ça. Mais en même temps, il ne faut pas être aveugle sur des grands mouvements qu'il y a dans la société française et qui sont très préoccupants. Restez avec nous, Maître Devers. Nabil Nasri, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, même question que pour les autres invités. Votre sentiment sur cette affaire? Écoutez, la première des choses à dire, c'est que les musulmans de France ont été extrêmement nombreux à exprimer d'abord leur indignation par rapport à l'acte horrible et à l'attentat terroriste qui a frappé la France mercredi dernier. Ça, la condamnation est totale et sans condition. Ensuite, il y a également un sentiment de colère que l'on partage tous, c'est-à-dire de voir des gens qui prétendent vouloir venger le prophète, mais qui finalement trahissent son message, et qui, au-delà de trahir le message de l'islam, qui est un message de paix, de tolérance et de respect absolu de la vie humaine, prennent en otage également toute une communauté musulmane, qui se sent aujourd'hui extrêmement mal à l'aise, parce que la peur de ces amalgames
et de ces actes islamophobes qui risquent de se multiplier et qui se sont effectivement multipliés ces derniers jours. Il n'y a qu'à voir la dizaine de mosquées qui, ces dernières 48 heures, ont été visées. Et puis, dans un troisième temps, la communauté musulmane, dans sa grande majorité, a exprimé également sa volonté de manifester et d'exprimer sa solidarité avec l'ensemble de la France aujourd'hui qui s'apprête à manifester. Qui s'apprête à manifester demain dans une grande communion nationale. Le but, c'est d'exprimer encore une fois notre indignation, notre colère, mais de dire que cette condamnation, ou plutôt ces agissements, ne doivent absolument pas être rattachés ou assimilés aux valeurs supérieures que défend la religion musulmane. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le temps de l'émotion collective, et on comprend pourquoi, parce que c'est le pire attentat que la France a connu ces 50 dernières années. Mais en même temps, il viendra un moment, le temps de poser des questions et de venir à l'analyse profonde et de questionner quels sont les mécanismes de radicalisation des jeunes en France comme ailleurs en Europe. Et là, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une critique radicale des politiques impériales occidentales, et notamment des États occidentaux, qui depuis une quinzaine d'années ont répandu le sang, le chaos et la destruction dans certains pays arabes et musulmans. Et c'est ce qui mène un certain nombre de jeunes à se radicaliser. On n'est évidemment pas là dans la justification, mais on est là dans l'explication. Et si on veut tarir le flux de jeunes vers la Syrie, et si on veut tarir cette pensée extrémiste et sectaire qui voit dans la violence l'unique moyen de solder les conflits, eh bien, il faut poser la question de ceux qui fabriquent cette violence idéologique, cette violence sectaire. Et là, je pense que les États occidentaux ont une part de responsabilité qu'il ne faut absolument pas éluder et occulter. Enfin, j'appelle les pouvoirs publics français à faire preuve de responsabilité et surtout à maximiser la sécurité autour des lieux de culte, d'éviter les amalgames, d'éviter les propos à l'emporte-pièce, et ça concerne également les médias, parce qu'il y a une forme d'excitation auprès d'une partie de la population française de certains secteurs. Je pense notamment aux secteurs et domaines, ou plutôt aux personnes qui sont auprès des identitaires, auprès de ceux qui voient la présence musulmane comme étant une souillure, comme étant une menace. Ces gens-là se répandent sur Internet, multiplient les déclarations violentes à l'égard des musulmans. Et il faut faire extrêmement attention à ce que l'on ne verse pas dans les ingrédients, dans presque les éléments introductifs d'une France qui se déchirerait. Il faut, entre guillemets, utiliser ce moment fort d'émotion nationale pour éviter les divisions, appeler à davantage d'unité, écarter l'obsession, éviter les stigmatisations à outrance, notamment de la communauté musulmane, pour faire véritablement société, parce que la France aujourd'hui en a bien besoin. Restez avec nous. Alors, Sadr Sillem, merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, votre lecture globale sur ce tragique événement? Il est trop tôt pour faire une lecture globale, sereine et rationnelle à tête reposée. C'est l'heure de la compassion, de l'émotion et de la condamnation du meurtre. Personnellement, j'avais beaucoup de sympathie pour quelqu'un comme Volensky, surtout qui venait de l'humanité, et même pour Kabul. Donc je regrette beaucoup leur mort et qu'ils soient des victimes innocentes. Mais je n'arrive pas à avoir un début d'estime pour Philippe Val, par exemple, qui vit toujours, et heureusement pour lui, parce que Philippe Val, c'est lui qui a orienté Charlie Hebdo, il lui a imposé une ligne éditoriale ouvertement islamophobe et pro-sioniste. Oui. Ceci dit, Philippe Val, dont je rappelle, dont je rappelle qu'il a été le directeur de Charlie Hebdo. Philippe Val qui faisait étalage de son pro-sionisme, puisque un jour il a prononcé son fameux Israël patouche. Mais je vous laisse poursuivre. Mais moi je l'ai rencontré au moment du procès, palais de justice, où il y avait de vrais débats là, dans les couloirs, au moment des caricatures danoises. Et à ce moment-là,
Ces caricatures avaient été reprises par 3 journaux sur des centaines en France. C'est Charlie Hebdo, François et l'Auguste du journal Le Monde. Oui. Or, ces 3 journaux avaient un point commun, malgré leur grande divergence par ailleurs. Ils avaient de très graves difficultés financières. Oui. Donc, on a assisté à un moment où l'islamophobie a servi à vendre du papier et à combler les déficits. Oui. Et Charlie Hebdo, François a disparu depuis, ça ne lui a pas porté bonheur. Le Monde s'en est sorti grâce à des banques dont les noms sont connus. Et Charlie Hebdo persiste sur cette voie. Et on vient nous dire, c'est l'esprit français, c'est l'humour, etc. Les musulmans ont protesté, à l'époque pacifiquement. Ils ont même refusé de manifester, parce que les musulmans avaient une maturité depuis l'affaire Rushdie, et ils ont vu que les manifestations à caractère communautariste avaient pour premier effet de développer l'islamophobie. Donc les musulmans ont protesté pacifiquement par des lettres, par des déclarations, mais personne, aussi dur soit-il, n'a pensé à utiliser des kalachnikovs pour régler ce problème. Et la première question qui se pose, pourquoi après cette sorte de prescription chez les musulmans ont oublié qu'il y a eu une affaire Charlie Hebdo, 8-10 ans après, ça rebondit, ça reste un des mystères à élucider quand la raison reprendra le dessus sur l'émotion. Oui. Maintenant, on nous dit, je suis Charlie, moi je ne suis pas Charlie. Je condamne le meurtre, surtout quand il se réclame de slogans religieux islamiques, mais je ne suis pas Charlie, parce que ça me rappelle le slogan de Jean-Marie Colombani, qui pratiquait une islamophobie feutrée au monde, et qui, au lendemain du 11 décembre, du 11 septembre 2001, a titré « Nous sommes tous des Américains ». Oui. Les musulmans ne pouvaient pas se dire américains alors qu'ils avaient un mal fou à se faire admettre comme français. Oui, exact. Et là, nous sommes déjà... Le contentieux reste entre Charlie Hebdo et les croyants, les monothéistes, pas seulement les musulmans, parce qu'il y a un vrai débat entre la liberté d'expression, oui, que personne ne veut remettre en cause, et le respect de la dignité et de la sensibilité des croyants. Une liberté d'expression à dimension variable. Absolue, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a des super citoyens pour lesquels on reconnaît une liberté totale, y compris de heurter la sensibilité d'autrui, et on méprise la dignité des croyants, et ces croyants sont des citoyens comme les autres, mais considérés comme de seconde zone par rapport à ceux qui bénéficient de la liberté absolue. Et ça, on peut le régler par le débat, par des kalachnikovs, mais on prend un risque fou si on en parle jusqu'au bout de maintenant. Caroline Forest, François-Olivier Gisbert, Zemmour, etc. vont nous accuser d'être les commanditaires. Parce qu'on les a vus comment Caroline Forest est en direct là sur France 2, et ils ont failli faire de Amar Lasfar le commanditaire du meurtre. Oui. François-Olivier Gisbert et Caroline Forest. Oui, nous avons visionné. Et donc, nous restons un peu dans demain, il y a beaucoup de musulmans qui vont manifester, parce que c'est toute la France qui est secouée. Ils manifestent leur solidarité, leur appartenance à cette collectivité, mais sans aller jusqu'à se réclamer du peuple musulman dont a parlé Benamou, qui a perdu une occasion de se taire. Lui qui est contre le communautarisme, il semble le peuple musulman de France a manifesté. Alors, ouais. il y aurait une étude psychanalytique à faire sur le vocable, absolument. Ils n'ont que le mot laïcisme à la bouche et puis qui brutalement se rappellent mettent à faire des déclarations inconsidérées. Mais Sadr Sedlam, puisque vous parlez de liberté d'expression, nous allons voir une courte vidéo où nous allons vraiment voir le 2 poids, 2 mesures. Vidéo, s'il vous plaît. Qui est le monde de la dérision. Vous le savez bien, et dans les médias, je dirais, le monde de la dérision, on se moque de tout. Le fait que ça se fasse me satisfait. Ouais. Parce que ça veut dire que nous avons... Qu'on est libre. Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, si on fait... Pour moi... C'est de l'autocensure. C'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression... Pour moi, la liberté d'expression et le respect font mariés ensemble.
Oui, mais ça... Moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais si je vais blesser une personne, pourquoi blesser la personne? Non, mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté. Non, mais vous pensez pas que c'était à vous de vous excuser, non? En disant le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé si j'ai blessé des gens, voilà, excusez-moi, voilà, c'est une connerie. C'est mon travail. Mais vous ne referiez pas le même sketch quand même. Mais le spectacle que je fais reprend en grande partie les lignes de ce sketch. Mais il y a un truc que je ne comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est la seule chose que je Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans ce pays, on a envoyé pendant 400 ans des centaines de millions de Noirs et 400 ans d'esclavage. Et pourtant, ça n'a pas empêché Michel Leb de faire un sketch qui m'a fait marrer, où il faisait un noir, puis à la fin, il faisait un singe, et en parlant des narines, en parlant des lunettes. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail, il a même eu la Légion d'honneur. Quelqu'un qui a toute sa famille, qui a été exterminé dans un camp de concentration, et qui voit quelqu'un à la télé qui dit « Israël ». Vous vous rendez compte? Enfin, je ne sais pas. Oui, mais on peut pas. Il y a des moments où même si on connaît les gens, même si on les a invités, on leur dit non, c'est plus possible. Comme Alain Soral, qu'on a reçu ici d'ailleurs. On l'avait reçu, Alain Soral. Mais qu'on ne recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on ne peut pas le recevoir. Vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire? Je trouve incroyable que j'ai pu faire un sketch sur le mollah Jean-Christophe, j'ai pu faire un sketch sur le curé. Là, je fais un sketch sur un colon israélien, et tout d'un coup, c'est l'hystérie. Non, moi je vous trouve, vous le savez bien, je vous ai toujours trouvé très drôle et en plus très bon comédien. Et je suis un peu désolé, pour vous dire la vérité, je vous parle amicalement, je suis un peu désolé de vous voir vous enfoncer là-dedans, parce que c'est peut-être la dernière fois que je vous invite, Diodo. Si je ne suis plus invité, je ne serai plus invité. Bel'Aïd Abban, dans les statistiques sur le chômage en France, il est question de entre 11 et 12%, je crois. Or, dans les cités, comme on dit, maintenant on ne dit pas les cités, on dit les cités, tout le monde sait de quoi il s'agit. Dans les cités, le taux de chômage avoisine les 50% parfois. Et lorsqu'il y a du travail pour ces gens, généralement, c'est des éboueurs, c'est des balayeurs, c'est des agents de sécurité. Comment vous, Abban Ramdan, professeur en médecine, dans un monde, dans un milieu où il y a beaucoup de gens de votre communauté, comment vous voyez cette forme de marginalisation de populations entières? J'aimerais, si vous le permettez, je voudrais juste revenir sur un petit point. Oui, bien sûr. Exprime Al-Mahalia, c'est une télévision qui s'adresse à différents publics. Donc je ne m'exprime pas en tant que musulman, je m'exprime comme citoyen du monde. Très bien. Vous voyez? Très bien. Et mes croyances et ma foi, je les laisse dans mon domaine privé. Ah, très bien. Très bien. Aussi, donc je demande à ce qu'on ne s'adresse pas à moi en tant que musulman, qu'on ne me stigmatise pas, qu'on ne me désigne pas du doigt parce que je m'appelle Bel'Aïd Abban. Parce que quand on parle en tant que musulman, il ne faut pas s'étonner qu'après on vous pointe du doigt en vous disant l'intellectuel musulman, le docteur musulman, etc. Donc ici, je m'exprime comme un citoyen du monde. Très bien. Et la première remarque que je voudrais faire, c'est que une Kalachnikov ne se justifie pas devant une caricature aussi exécrable soit-elle, et je ne me gêne pas pour dire que les caricatures de Charlie Hebdo, je ne voudrais pas utiliser un terme vulgaire, mais c'est quelque chose qui dépasse l'entendement du point de vue médiocrité et du point de vue vulgarité. Oui. Donc pour moi, c'est pas de la liberté d'expression, c'est heurter la sensibilité des gens, et pour moi, le respect des gens est quelque chose de sacré, quelles que soient les origines, quelles que soient les croyances. Merci de l'avoir dit. Merci de l'avoir dit. Sur le fait que la mort ne peut pas être la réponse à une caricature ou à une prise de position verbale ou écrite. Oui. Voilà. Et maintenant, si vous voulez, votre question,
il faut parler avec des faits objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'en France, les chiffres qui sont donnés, et d'ailleurs les statistiques ethniques et religieuses sont interdites, on dit qu'il y a 5 millions de musulmans en France. Oui. Sur les 5 millions de musulmans, le Premier ministre nous a dit il y a quelque temps qu'il y avait 5000 salafistes potentiellement djihadistes. C'est des statistiques que vous avez trouvées où? Où est-ce qu'elles sont, ces statistiques? Pardon? C'est des statistiques que vous avez vues? C'est ce que vous venez de nous dire? Non, mais on dit qu'il y a 5 millions de musulmans partout. D'accord. Et il y a 5000 djihadistes, salafistes potentiellement djihadistes. D'accord. Ok. Ça représente 1%. Oui. Et sur ce 1%, quelle est la proportion de ceux qui seraient prêts à passer à l'action violente? Oui. Alors, vous voyez, donc le danger est tellement surdimensionné par rapport, maintenant je réponds à votre question, alors on le voit justement parmi les populations immigrées, que les aspects les plus négatifs. Or, je peux vous assurer, et ça je suis bien placé pour le savoir, ne serait-ce que dans ma propre profession, c'est que vous avez une chance sur deux d'être soigné par quelqu'un d'origine étrangère, ce qu'on appelle un Français de branche, une chance sur deux, que ce soit dans les hôpitaux parisiens ou et encore plus dans les hôpitaux périphériques. Donc il y a beaucoup de médecins, je peux dire aussi, sans parler de mes propres enfants, qui est la jeunesse d'origine immigrée, quelle que soit sa religion, la religion n'intéresse pas, maintenant c'est terminé, cette vision misérabiliste est terminée. L'ancienne génération d'immigrés, c'est fini, ils sont à la retraite, ils sont partis. Maintenant, ce que nous avons, bien sûr qu'il y a des vigiles, bien sûr qu'il y a des questions de supermarché, mais l'immense majorité de ces personnes-là, de ces jeunes-là, sont intégrés, sont dans les rouages de l'industrie, de l'informatique, de la médecine et des services en France. Et ces gens-là, à quoi pensent-ils? Excusez-moi, si jamais, ces gens-là, à quoi pensent-ils? Ils pensent à éduquer leurs enfants, comme tous les Français, comme tous les citoyens français. Ils pensent à aller gagner leur vie, à acheter un appartement, à avoir une voiture, à se soigner. Les préoccupations, ces fantasmes qu'on essaye d'inculquer aux Français sont tout à fait marginaux par rapport à la réalité qui est celle que je viens de décrire. Mais cette stigmatisation ambiante ne risque-t-elle pas de les marginaliser, de les agglomérer? Malheureusement, c'est ça. Je reprends la fameuse formule de Maurice Pialat au Festival de Cannes. Il dit « J'ai bien compris que vous ne m'aimez pas, et bien alors moi je ne vous aime pas ». Ça risque de déboucher sur quelque chose comme ça. Oui. Donc à force d'être stigmatisés, les gens, effectivement, il y a ce qu'on appelle le repli communautaire. Et ça, c'est à mon avis un danger catastrophique pour le vivre ensemble et l'avenir de la cohésion nationale en France. Restez avec nous, professeur Belaïd. Gilles Devers, à votre avis, si de tels événements continuent de se produire ou de se compliquer, est-ce qu'il n'y aurait pas le risque de l'avènement d'une sorte de Patriot Act comme cela s'est passé aux États-Unis? Ça veut dire une hyper-sécurisation du législatif, du contrôle sur les populations. C'est un risque majeur parce que on voit en France ce nombre de sujets, une perte du sens de la loi, qui doit être la règle du consensus, pour devenir un instrument de communication. Donc il y a un événement et on annonce une loi. Et on a vu encore peu de temps, au mois de novembre, qu'à la suite d'événements, tout de suite on modifie les lois sans préparation, etc. Voilà. Et donc là, actuellement, la question elle est manifestement posée. Alors, un des groupes qui disent qu'il faut rétablir la peine de mort, bon, mais de manière plus sérieuse, il y a incontestablement un grand risque qui serait si je suis un peu inquiet, évidemment que toutes ces grandes manifestations partent d'une émotion sincère, je ne mets pas ça en cause, mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'elle crée un espèce de ce consensus émotionnel, crée un cadre pour tout accepter, et notamment nos pays sont forts parce que grâce à leur situation géographique, à leur histoire, à leur économie, nous pouvons avoir
sèchement au pays. Donc ça serait une grande, ça serait baisser les armes, ça serait vraiment donner une victoire finalement à ceux qui organisent ce type de fait que de modifier notre système juridique, parce que ça voudrait dire que l'État est tellement faible que finalement il ne résiste pas à ce qui est un acte de désesperado sans aucune signification profonde. Donc c'est un crime qui est très grave, qui a eu beaucoup de conséquences. Il doit être jugé comme un crime. La police fait son travail comme elle doit le faire, mais j'espère qu'il y aura une saine réaction dans le pays pour dire que la hiération qu'il y a derrière cette mouvance islamiste, on en parlera peut-être une autre fois, le débat est très compliqué, mais c'est un certain rejet des droits et libertés des personnes, et qu'évidemment la meilleure réponse c'est de garder les droits et libertés, d'autant plus que Patriot Act ou législation de cette nature, on a bien observé dans les États où ça a été fait que ça n'apporte rien au niveau de la prévention du crime et que ça porte tout sur le contrôle social des populations et qu'on nous apprend à obéir plutôt qu'à être libre et à penser. Voilà. Donc la société doit comprendre telle qu'elle est, doit rompre avec cette histoire de ce racisme gluant qui marque trop la société française, et elle s'en sortira bien mieux par la fraternité avec toutes les communautés, dont la communauté musulmane qui est particulièrement maltraitée, en résistant à la tentation facile de voter des lois sécuritaires dangereuses pour tout le monde. Merci. Restez avec nous. Nabil Nasri, des intellectuels comme vous et des couches entières de la communauté musulmane font tout ce qu'elles peuvent, tout ce qu'ils peuvent, pour essayer de sortir de cette logique stigmatisante où ils sont empêtrés. À votre avis, les autorités françaises, est-ce qu'elles ne peuvent pas comprendre que maintenir un tel statu quo dans les cités, plutôt une telle misère, ça ne peut pas donner du bon. Il ne peut pas en sortir quelque chose de bon, fatalement. Est-ce qu'elles ne sont pas conscientes de cet enjeu? Je n'ai pas entendu la fin de la question, s'il vous plaît. La question, c'est que, est-ce que les autorités françaises ne peuvent pas mettre du leur pour essayer d'aider ces cités dont on parle tant, où il y a tant de marginalisation, de délinquance, de déni? Est-ce que les autorités françaises n'ont pas compris que de ces cités, il ne peut rien sortir de bon? Écoutez, là est toute la question, parce que c'est clair qu'il y a un certain nombre de clivages et d'antagonismes en France qui malheureusement se sont de plus en plus prononcés à travers de ces dernières années. Et il y a un clivage notamment qui est donc le clivage de la stigmatisation de l'islam et de l'obsession autour des musulmans qui, encore une fois, malheureusement, a été monté en épingle, a été instrumentalisé et utilisé par certains qui ont un agenda particulièrement retors. Ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, les pouvoirs publics, depuis maintenant une quarantaine d'années, ont une part de responsabilité dans cette situation de plus en plus tragique que vivent certaines portions du territoire national. Ceci étant, il faut que l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui victimes d'un racisme d'État ou d'une islamophobie d'État, de violences sociales, verbales, symboliques, puissent également se prendre en charge pour sortir de leurs conditions de minorité afin d'exiger davantage d'égalité. C'est le travail de toutes les associations, de tous les leaders d'opinion qui émergent de la communauté nationale, des banlieues, de la diversité. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y a des lignes qui bougent aujourd'hui en France. Il y a une jeunesse qui est en train de revendiquer davantage sa place dans la société. Ces derniers jours, il y a eu énormément de tribunes dans la presse qui ont été publiées. Et tout ça est réjouissant, puisqu'encore une fois, les rapports de force sont en train d'être modifiés de manière assez importante. Donc voilà, moi je pense que la situation, on peut la voir comme un verre à moitié vide, comme à moitié plein. Je pense que le verre est quand même à moitié plein. Il y a des éléments en France qui font plaisir à voir. Il y a des marques d'optimisme. Il y a des signaux qui font que la communauté musulmane émerge et qu'elle est de plus en plus mature, notamment politiquement, qu'économiquement qu'elle se prend en charge, que socialement elle gravit de plus en plus les échelons de la promotion sociale. Toujours est-il qu'il y a quand même de grosses lacunes, il y a encore de gros problèmes,
mais je préfère être optimiste quant à l'avenir de la société, de la situation des minorités. Mais Nabil Al-Nassari, vous en tant que président du collectif des musulmans, oui. Concrètement, est-ce que vous n'envisagez pas des actions concrètes pour que cette communauté sorte vers la lumière, qu'elle dise à tout le monde, à tous ceux qui ont peur, parce que la plupart des gens... Islamophobie ne veut pas dire haine de l'islam, c'est peur de l'islam. Qu'elle sorte à la lumière et qu'elle dise aux gens, qu'elle les rassure, qu'elle leur dit « Ne tombez pas dans le panneau, nous on ne vous fait pas de mal, nous on vous aime, nous on ne hait personne ». Est-ce que vous n'envisagez pas des actions de ce genre? J'allais vous dire mieux que ça. Ça fait des années que ces actions sont mises en place. Et on n'a pas entendu l'injonction de tel ou tel pour pouvoir les mettre en application. Tout ce que vous dites est mis en application sur le terrain depuis des années. J'ai presque envie de vous dire que si les services secrets français ont affirmé avoir déjoué de nombreux attentats, je peux vous dire que les associations, les mosquées, les acteurs associatifs sur le terrain dans la communauté, par leur travail pédagogique, par le travail de terrain, par le travail de proximité, ont déjoué de nombreux jeunes de sombrer dans des dérives sectaires et dans la violence extrême. Tout cela n'est pas quantifiable, mais c'est la réalité de la communauté. Et ce que l'on sent, c'est qu'une espèce de vague est en train de monter, une vague de plus en plus plaisante, encore une fois, à voir. Et il y a aussi de plus en plus de non-musulmans qui observent cette communauté qui est en train d'émerger, une communauté qui vit tout simplement son islam de manière complètement apaisée, une communauté qui incarne un islam de la dignité et non pas l'islam de la soumission qui est aujourd'hui servi malheureusement majoritairement dans les médias par des pseudo-représentants, et une communauté de la contribution sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan universitaire, sur le plan médical et donc sur l'ensemble des plans de la société française. Merci Nabil Nassari. Restez avec nous, nous allons demander à Sadr Sellam, l'historien, Sadr Sellam qui s'intéresse beaucoup aussi à la représentation des musulmans en France. Sadr Sellam, c'est un secret de polichinelle. Personne n'ignore en France que les représentants des musulmans en France, quasiment tous, à part quelques rares exceptions, et encore, on ne comprend pas que ces rares exceptions acceptent de rester avec des gens pareils. Donc, la plupart ont un fil à la patte, soit avec leur pays d'origine, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, soit avec les services français, soit les deux. Et généralement, ce sont de petits apéristes qui servent dans le marché du halal, et les musulmans de France, c'est un secret de polichinelle, se disent non représentés. Alors que, depuis Sarkozy, tout a été fait, en quelque sorte, pour imposer cette représentation aux musulmans de France. Un peu comme pour leur mettre des garde-chiourmes, des gens pour les surveiller, pour les canaliser, pour les contrôler. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet tellement épineux? D'abord, il faut revenir assez loin en arrière pour voir comment ces problèmes sociaux ont commencé à se poser depuis au moins un quart de siècle. Je me souviens d'une série d'articles du meilleur connaisseur des problèmes de l'immigration qui s'appelle Hassan Lahraoui, au CNRS. Oui. Il a écrit une série d'articles en 1989-90 dans les temps modernes, qui est une revue assez sérieuse, qui a un standing intellectuel. Et il a vraiment fait un diagnostic, et c'est lui qui a commencé à parler de la nécessité d'un plan Marshall des banlieues, où il avait l'intuition et la prémonition des troubles qu'on a eus en 2005. Or, comment la classe politique a-t-elle réagi? Mitterrand a réglé ce problème plus par l'habileté qu'en allant au fond des choses. Il a créé un ministère de la ville pour M. Bernard Tapie, dont on connaît le rôle à la fois avec Sarkozy et avec Mitterrand. Donc on a eu ce que Marine Le Pen, malheureusement, elle a raison au moins sur ce point, c'est l'UMPS, aussi bien la droite que la gauche, ont décidé de ne pas régler ce problème à fond. Ils se sont contentés de donner
donné quelques subventions symboliques à des associations. Ils ont confié ça au monde associatif que Bourdieu appelle la main gauche de l'État. Or, comme l'État est laïque, il n'a rien d'évangélique, sa main droite ne saurait ignorer ce que fait sa main gauche. Bien évidemment. Bon. Et ce problème s'est aggravé et on a mis l'accent sur les problèmes de l'islam pour faire oublier les abandons de la droite et de la gauche en matière de lutte contre les inégalités. Et la gauche est beaucoup plus coupable parce qu'elle s'est spécialisée dans la lutte contre les inégalités. Et alors à ce moment-là, vous avez pendant toute une décennie, ou même un peu plus, vous avez une hyper-médiatisation à la fois de ni pute ni soumise, que les musulmans pratiquants n'osent pas prononcer en famille. Oui, puis n'osent pas prononcer tellement en famille. Alors, on a fait croire que la femme maghrébine était brimée, etc., que c'était le problème des problèmes. Et puis, le CNCM. Et Sarkozy a eu un discours qui a séduit même les musulmans les plus méfiants qui étaient sur leur garde. Et Sarkozy a commencé sa campagne électorale pour devenir président en 2002, dès qu'il a été réhabilité par Mme Chirac. Et il a adopté un discours qui caresse dans le sens du poil les musulmans, et il a fait venir ce qu'on a appelé les grands caïds convoqués déjà par Chevènement. On utilise la formule grand caïd par opposition au petit caïd, dénoncé de manière un peu imprudente par Chevènement dans une phrase malheureuse. On a comparé la politique du ministère de l'Intérieur à la politique des grands caïds de l'IOT quand ils voulaient pacifier le sud du Maroc en soudoyant les grands caïds. On a fait venir des gens en les médiatisant pour cacher les vrais problèmes. Or, quand on a la situation actuelle, correspond au scénario catastrophe qu'on avait étudié il y a 20 ans, c'est-à-dire aggravation de la crise sociale, révolte, mécontentement de jeunes qui reprochent au moins à la société française le sort de leurs parents et qui découvrent qu'eux n'ont pas progressé dans la hiérarchie sociale plus que leurs parents, puisque vous avez des jeunes qui n'ont jamais travaillé, ils ont une culture du non-travail parce que les usines ont déjà fermé du temps de leurs parents. Exact. Donc vous avez cette crise sociale qui s'aggrave. Plus, quand il y a un discours religieux qui vient se superposer, ça crée une situation explosive. Or, il y a deux moyens de régler ce problème, de faire de la prévention. Un, c'est de lutter contre les inégalités, de s'occuper sérieusement de ces banlieues difficiles. Et de l'autre côté, avoir une véritable éducation religieuse musulmane rénovée. Or, du temps de Sarkozy, les grands caïds n'ont jamais, au grand jamais, on a des PV de 130 réunions au ministère de l'Intérieur, les problèmes de l'enseignement n'ont jamais été abordés. On ne parle que de viande halal, du contrôle de la petite émission et médiocre émission islamique, des taxes sur le pèlerinage. On a mis l'accent que sur les à côtés financiers de la vie religieuse. Et le problème de l'éducation qui avait été abordé très sérieusement par Jean-Pierre Chevènement, puisqu'il avait proposé la création d'une école des hautes études sur l'islam, et non pas l'islamique. Parce que quand vous dites islamique, vous êtes déjà militant. Et il a repris les projets de Mohamed Harkoun, de Jacques Merck, etc. Ça a été mis en échec par deux grands socialistes. C'est Claude Allègre, qui était ministre de l'Éducation nationale. Il a laissé détourner ce projet au profit d'une dame qui était malheureuse de ne pas être directrice de quelque chose, et par copinage qui passait par sa relation avec Mme Jospin, et Jospin qui a approuvé ce détournement. Et Chevènement, ministre de l'Intérieur, ministre d'État à l'époque, s'est incliné devant cette mise en échec, et Harkoun, qui avait déjà proposé en 1992 un centre national d'études de l'islam, qui avait été accepté par Jean Bobéro, directeur de la 5e section sciences religieuses de l'école pratique de hautes études, mais pour entériner le projet, il fallait l'aval du ministre de l'Éducation. Mohamed Harkoun est venu du Maroc exprès pour
demander audience, mais le ministre de l'Éducation de l'époque l'a méprisé et a refusé de le recevoir. Et son chef de cabinet s'appelle toujours Alex, et lui s'appelle Jospin. Donc, dans les problèmes d'aujourd'hui, il faut interpeller Jospin et Règle. Déjà, à l'époque, on savait qu'il y avait des jeunes qui allaient faire des études sur l'islam jusqu'à Peshawar, et les études qu'on leur propose toujours pas en France. Et la solution la plus cartésienne consisterait à les fixer ici pour leur proposer un enseignement de l'islam rénové par des modernistes comme Hakoun, Merad, Bamat, donc il y avait une élite musulmane. Donc là, la responsabilité sur la longue durée de la classe politique est engagée, et au lieu de pointer des droits et du doigt les musulmans et de sommer, de les expliquer en les soupçonnant d'être les commanditaires de ces meurtres, il faut élargir le débat et interpeller d'abord les gens qui ont saboté ces grands projets qui auraient permis aux gens qui sont partis au Yémen, etc., de ne jamais partir et d'étudier à Paris. Alors, et le journal Le Monde, le chroniqueur religieux du Monde de l'époque, qui s'appelle Henri Tinck, avec la complicité de Gilles Kepel, a contribué à ces sabotages. C'est pour ça que moi je ne crois pas beaucoup à l'islamophilie actuelle d'Edu Plenel, qui relève à mon avis de ce que Edouard Saïd appelle l'humanisme bourgeois tardif. Sadr Sillam, nous arrivons... Il est islamophobe, maintenant il écrit un livre pour les musulmans, j'arrive pas à le croire, j'ai le même blocage qu'avec Philippe Val. Sadr Sillam, nous arrivons à la fin de l'émission, mais je vais faire un tour d'horizon pour donner l'occasion à chacun de nos invités de dire un dernier mot, très brièvement. Vous-même, est-ce que vous pensez que les autorités françaises ne sont pas conscientes que cette non-représentation des musulmans peut déboucher sur quelque chose de dramatique? Allô? Oui. Je vous posais la question, je vous disais un dernier mot brièvement. Est-ce que vous ne pensez pas que cette non-représentation des musulmans de France, qui se voient infliger des Chelroumi par exemple, ou des Dalil Boubacar, est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait déboucher sur une situation autrement plus tragique? On risque d'avoir une aggravation qui conduirait à des situations pareilles quand il y a d'autres commanditaires qui resteront pour une durée indéterminée dans l'ombre, parce que les enquêtes, le grand public n'y a pas droit, comme dans l'affaire Merah. L'affaire Merah, il y a eu des soupçons de manipulation, mais M. Gilles Kepel a écrit une page dans Le Monde pour dire que c'est le souvenir du 19 mars 62 qui a été à l'origine de la radicalisation de Merah, qui est mort sans savoir ce que signifie le 19 mars 62. Kepel a volé au secours des officines soupçonnées de manipulation. Merci, Sadr Sillam. Merci, nous sommes obligés d'écourter malheureusement. Abban Belaïd, un dernier mot, très brièvement. Professeur Abban. Un dernier mot avant de nous quitter. Oui, moi, dans un pays comme la France, comme une longue tradition laïque, il n'est pas de temps d'être réclamé un enseignement religieux. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui compte dans ce pays, c'est un musulman sera un bon citoyen. Un bon citoyen doit être un bon musulman, c'est ce qu'on appelle la religion républicaine. C'est pour cela que l'islam doit rester une belle religion de fraternité, de sérénité, de solidarité. La seule façon, c'est qu'elle soit en citoyenneté, et non pas la citoyenneté en appui de la religion. Voilà, si vous voulez, le credo pour lequel tous nos compatriotes, qu'ils soient de branche ou de souche, doivent travailler. Merci. Commun, dénominateur commun à tous. Merci, professeur Belaïd. Gilles Devers, un dernier mot avant de nous quitter. Écoutez, très brièvement, je dirais, faisons bien attention aux utilisations politiques de toute cette islamophobie ambiante, appelons-la comme on la veut, vu qu'il y a vraiment un espèce de consensus pour dire que l'islam est un problème en France, et ça c'est une idée même en tant que telle qu'il faut combattre. En tout cas, ça me paraît tout à fait clair. Et de ce point de vue-là, comme avocat, moi je pourrais simplement dire aux musulmans, saisissez-vous des droits. Le droit est un langage commun, et finalement le meilleur moyen de montrer, enfin l'un des moyens
de montrer que les musulmans sont totalement dans la communauté, c'est de se servir de l'arme légale et d'utiliser les mêmes arguments pour tous. Je constate que c'est un mouvement qui n'est pas encore assez ancré et que nombre de personnes sont victimes de discrimination, c'est-à-dire non pas de la xénophobie qui blesse le cœur, si vous voulez, mais qui ne change pas votre vie, mais sur la question des CV des étudiants, du logement, du travail, sur toutes ces questions-là, on a de très nombreux témoignages de personnes qui devraient agir en justice pour faire valoir leurs droits et qui restent dans une posture velléitaire ou qui se disent c'est trop compliqué, donc on passe à autre chose. Donc une telle situation doit dire que le droit doit être le même pour tous et que c'est un combat à conduire. Merci Gilles Devers. Nabil El-Nassari, le mot de la fin revient donc à la jeunesse, si Nabil El-Nassari est toujours avec nous. C'est bien dommage. Nous remercions donc Nabil El-Nassari qui n'est plus des nôtres, comme je remercie mes 3 autres invités. Cette émission est maintenant arrivée à sa fin. J'espère que tout le monde mettra du sien pour que les gens de toute religion, de tout bord, de toute conviction puissent vivre en paix, en s'aimant les uns les autres. Merci. Salam alaikum. Salam.